quelques instants sous un format restreint. On va essayer de vous faire un focus sur la loi AGEC. Bien entendu, ça ne va pas être une formation complète sur cette loi. On va accorder un peu plus d'importance sur les points qui nous semblent importants. Et puis, vous aurez l'occasion également de poser vos questions. Donc, déjà, un petit rappel sur cette fameuse loi AGEC. Donc, cette loi a été promulguée en 2020 et elle a été complétée par la loi Climat Résilience l'été dernier, en 2021. Cette loi, c'est bien une loi française, donc qui s'applique sur le territoire français. Aujourd'hui, cette loi s'applique à différents types de produits. Nous, on va faire notre focus sur les produits textiles, linge de maison et chaussures. Bien entendu, cette loi concerne les produits destinés aux particuliers. L'objectif de cette loi et de la loi climat, complétée par la loi Climat Résilience, c'est bien sûr de lutter contre le gaspillage, de réduire les impacts environnementaux, de promouvoir le réemploi, la réutilisation et l'économie circulaire. Il est également important de mieux informer le consommateur au travers, on va avoir de nouveaux pictogrammes, de nouvelles informations qui vont accompagner la mise sur le marché des produits. Alors pourquoi finalement cette loi est compliquée à suivre? En fait, cette loi est compliquée à suivre parce que son calendrier d'application dépend de la publication des décrets. Et donc, en fait, le calendrier d'application va s'étaler sur plusieurs années, en fait, depuis 2020. Et donc, du coup, on a du mal à s'y retrouver avec tous ces décrets. Et l'objectif, là, de ce soir, c'est de vous faire un focus sur certains points. Alors, premier point, vous avez tous entendu parler des invendus, bien sûr. Donc, depuis le 1er janvier 2022, interdiction de destruction des produits non alimentaires invendus neufs. Cela concerne bien entendu aussi bien les producteurs, les importateurs que les distributeurs. Donc, ils sont tenus de traiter les produits invendus neufs, je précise bien, en procédant de la manière suivante, par ordre de priorité, soit les réemployer, les réutiliser ou les recycler. Et vraiment, en dernier recours, si ce n'est pas possible, l'incinération et l'enfouissement peuvent être envisagés. Petite précision, pour les produits d'hygiène et de puériculture, une liste est fixée par décret, seul le réemploi est possible. Deuxième point important pour cette loi AGEC, donc même si je vous ai dit que ça concernait les produits destinés au grand public, il faut savoir que les pouvoirs publics ont affiché une réelle volonté d'intégrer les enjeux environnementaux et l'économie circulaire dans leurs achats. Et donc, depuis le 1er janvier 2021, les acheteurs publics sont mis à contribution avec des objectifs d'achat annuels de biens issus du remploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous ai mis là le numéro de décret. C'est le décret 2021-254 qui concerne plusieurs typologies de produits. Ça va de la ramette de papier, de mobilier jusqu'aux produits textiles, vêtements, linge et articles textiles. Donc, dans ce décret, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que 20% minimum du montant annuel des dépenses totales doivent être, pour les vêtements, linge et articles textiles, doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation. Clairement, c'est la priorité pour le réemploi et la réutilisation. Le recyclage, malheureusement, n'est pas la priorité au travers de ce décret. Deuxième point important sur lequel je pense qu'on peut revenir, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, la REP. Alors, la REP n'est pas nouvelle, elle existe en France depuis déjà plusieurs années dans le Code de l'environnement. Simplement, qu'est-ce qu'a apporté la loi AGEC? La loi AGEC a modifié en fait en profondeur la responsabilité élargie du producteur. En fait, la responsabilité élargie du producteur, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc, aujourd'hui, l'objectif du dispositif REP n'est plus seulement de traiter les déchets générés par la mise sur le marché du produit, mais également de les prévenir. Donc, du coup, il est demandé d'intervenir sur l'ensemble du cycle de vie des produits, notamment en favorisant l'éco-conception, en favorisant l'allongement de la durée de vie des produits, mais également en soutenant la réparation et le réemploi.
Pour s'acquitter de cette obligation, donc du coup, le metteur sur le marché, le producteur, a le choix entre deux possibilités. Soit il prend en charge en fait cette responsabilité élargie du producteur de manière opérationnelle, c'est-à-dire qu'il va former son propre système individuel qui sera agréé par l'ADEME, ou bien il décide d'adhérer auprès d'un éco-organisme, donc il passe par un éco-organisme agréé par l'État, et de verser une éco-contribution. Dans le cadre des textiles, linge de maison et chaussures, l'éco-organisme est Refashion. À noter que cette éco-contribution peut être modulée selon la durabilité et l'incorporation de fibres recyclées dans vos articles. C'est un point peut-être intéressant à retenir pour moduler votre éco-contribution. La responsabilité élargie du producteur, en fait, qui a été modifiée par la loi AGEC, il y a une autre conséquence qui est applicable depuis le 1er janvier 2022, c'est l'entrée en vigueur du fameux IDU. Donc, IDU veut dire numéro d'identification unique. Chaque producteur metteur sur le marché, soumis donc à la REP, doit s'inscrire auprès de l'ADEME ou auprès de l'éco-organisme pour obtenir son numéro IDU. Ce numéro est renouvelé chaque année et en fait, c'est la preuve qu'il respecte en fait bien ses obligations de REP, de producteur, de metteur sur le marché. Sachez que ce numéro IDU peut vous être réclamé par les marketplaces si vous passez par ces marketplaces pour vendre vos produits. Donc, ce IDU est enregistré auprès de CIDEREP. Donc, pour vous simplifier la vie, si vous passez par votre éco-organisme, sachez que c'est l'éco-organisme qui va s'occuper de tout pour votre enregistrement, pour obtenir votre numéro. La présentation a disparu, oui, Laurent, oui. Pardon. Je recharge. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, merci. Je vais juste prendre le contrôle. Hop. Voilà, merci. Donc là, j'ai changé. C'est bon, ça a fonctionné? Oui. C'est bon, Laurent? Oui. Donc, autre point important, l'affichage environnemental. Alors là, l'affichage environnemental, on va dire, il n'y a pas vraiment de date encore d'application puisqu'il est en cours d'élaboration. Cet affichage environnemental, on peut le retrouver, en fait, on peut retrouver des informations à la fois dans la loi AGEC, mais surtout dans la loi climat et résilience. L'objectif est d'informer le consommateur sur les impacts environnementaux du produit selon différents critères. Le calcul sur l'ensemble du cycle de vie, en fait, permettra du coup d'inciter les démarches d'éco-conception. Actuellement, quand on parle d'affichage environnemental, il peut se créer une confusion avec tout ce qu'on peut entendre sur le marché. Et donc, je vais juste rappeler 3 points importants. C'est vrai qu'actuellement, il y a une méthode française qui existe, que vous pouvez consulter, une méthode d'affichage environnemental que vous pouvez consulter sur le site de l'ADEME. Mais sachez qu'on parle également d'un projet européen qui est en cours d'élaboration, qui est la fameuse méthode PEF-CR, qui est une méthode de calcul de score environnemental qui pourra ensuite servir peut-être dans le futur au travers d'une réglementation européenne pour un affichage environnemental. Mais là, on va faire un focus plus particulièrement sur l'expérimentation française qui est en cours actuellement, où 11 méthodes alternatives sont proposées par la filière, les fabricants, les marques, les distributeurs. Et l'objectif, à l'issue de cette expérimentation, c'est d'obtenir une méthodologie de calcul et un affichage environnemental harmonisé unique en France et qui sera obligatoire en 2023. Pour la suite, je donne la main à Élise. Merci. Merci Carole. Je vais essayer aussi de prendre le contrôle à mon tour. Espérons que tout fonctionne bien. Hop. Voilà. Ça fonctionne pour vous? Oui. Oui. Super. Merci Carole et Laurent pour l'invitation à participer au webinaire. Et je vais donc vous parler de l'expérimentation Eco-Design Score, qui est une expérimentation qui s'inscrit dans le cadre des expérimentations qui sont prévues par l'article 2 de la loi Climat et Résilience. Cet article prévoit un affichage d'une information relative aux impacts environnementaux,
notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteinte à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Cet affichage sera rendu obligatoire à l'issue d'expérimentations de différentes méthodologies et après évaluation de celles-ci, prioritairement dans le secteur textile. C'est donc dans le cadre de ces expérimentations que le ministère de la Transition écologique et l'ADEME ont ouvert la possibilité de proposer des méthodes alternatives et que nous avons proposé l'Eco-Design Score, qui est le fruit d'un travail important mené avec les fédérations et la société EcoF Lab, à qui nous avons confié la mission spécifique de construire la méthode. Alors, si nous avons souhaité proposer cette méthode, c'était parce que nous voulions une alternative aux méthodes purement ACV pour des raisons notamment de coûts et de difficultés de mise en œuvre pour les entreprises, ainsi que pour des raisons de fiabilité, puisque lorsque les données sont manquantes et les bases de données incomplètes, on peut arriver à des résultats inexacts qui contribuent à gommer les efforts des marques. Alors, pour parler de la philosophie de notre méthode, elle a plusieurs prérequis. Nous souhaitions qu'elle soit robuste, qu'elle soit simple pour les PME, comme je l'ai dit précédemment, adaptée au secteur, notamment car il s'appuie sur un très grand nombre de produits, avec un outil gratuit disponible en ligne. Nous voulions une note absolue pour chaque produit et non une note relative au sein d'un échantillon. Nous voulions que la méthode soit évolutive pour pouvoir être compatible à terme avec le PEF pour ne pas repartir de zéro. Nous souhaitions qu'elle respecte les normes internationales françaises et européennes. Nous voulions aussi que le contrôle par une autorité publique soit aisé, facilité, et enfin que le résultat soit lisible pour que le consommateur est fidèle à la réalité. Donc pour tout cela, nous avons choisi 10 indicateurs. D'abord, un socle ACV avec les 2 indicateurs retenus par l'ADEME qui sont le CO2 et l'eutrophisation. Ensuite, la traçabilité, car pour nous, elle est le préalable d'un affichage sérieux qui corresponde à la réalité. Et ensuite, des indicateurs d'éco-conception qui permettent d'agir véritablement pour réduire l'impact en s'attaquant aux hotspots du secteur, des hotspots que nous avions déjà identifiés dans un guide d'éco-conception des fédérations et du défi réalisé par EcoF Lab. Donc, dans ces indicateurs, nous en avons certains qui s'appuient sur des certifications et des labels de référence, notamment pour la teneur en fibres recyclées, les certifications matières, le management environnemental et l'innocuité. Nous avons étudié 80 labels et retenu 54. Et nous avons également des indicateurs essentiels dont certains nécessitent encore d'être testés, comme la durabilité, la circularité et les microfibres plastiques. Alors pour cette méthode, nous avons prévu 2 outils. Le premier, c'est un outil de calcul sur le socle ACV qui s'appelle EcoBalise et qui est un simulateur développé par le CGDD qui est ouvert à tous et gratuit. Et nous avons aussi prévu un site dédié pour le calcul de l'ensemble de la méthode qui sera disponible sur le site du défi, qui permet un calcul très simple avec des listes déroulantes. Pour ce qui concerne l'affichage, nous envisageons une note ABCDE avec un score climat, en sachant qu'on pourra intégrer d'autres informations dans le QR code en fonction des retours consommateurs. Alors maintenant, le travail en cours se fait avec 15 entreprises représentatives du secteur, issues de différents marchés, avec pour objectif de valider les indicateurs et les pondérations, d'entériner et d'arrêter la liste des labels, de tester EcoBalise, de tester l'expérience utilisateur du site et la compréhension et les préférences consommateurs avec un rendu des rapports de ces expérimentations le 30 septembre. Voilà pour le petit point Eco-Design Score. Merci, Élise. Merci, Élise. Donc, je vais refaire une petite, un petit focus également de mon côté par rapport maintenant à tout ce qui est information qui arrive au consommateur, en fait, au consommateur final. Donc, comme je vous disais en introduction, la loi AGEC, c'est bien sûr lutter contre le gaspillage, favoriser le réemploi, la réparation, mais c'est aussi beaucoup mieux informer le consommateur. Donc, dans cette catégorie d'information, vous savez que depuis le 1er février 2022, une nouvelle signalétique obligatoire est apparue. Il s'agit en fait du Triman et de l'infotri. Le Triman existait avant, hein, mais donc du coup, la signalétique infotri a été validée. Et donc,
le triman plus l'infotri maintenant sont indissociables, mais doivent être physiquement présents lors de l'achat du produit pour renseigner le consommateur justement sur on va dire la fin de vie du produit et la manière de le trier. Une période de tolérance pour mise en conformité est valide. En fait, vous avez une période jusqu'au 1er février 2023. Pour les stocks qui auraient été mis sur le marché avant le 1er février 2023, il y a encore une tolérance pour les distributeurs notamment jusqu'au mois d'août 2023. Alors, cette signalétique obligatoire, elle ne doit pas forcément être présente sur l'étiquette de composition du vêtement. Elle peut être présente sur le sachet d'emballage, sur le carton ou bien collée également être sur une petite étiquette agrafée sur le vêtement. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit sur l'étiquette. Elle doit en fait être arrivée jusqu'au consommateur final. Donc, par rapport à cette signalétique, si vous voulez vraiment en savoir plus, l'objectif de ce soir n'est pas de tout détailler. Je vous renvoie sur le site de Refashion qui a fait un excellent guide sur la nouvelle signalétique de tri de la filière textile. Je vous le recommande vivement. Là, à l'écran, je vous ai mis un exemple de cette signalétique. Ça reste un exemple. Il y a d'autres possibilités en fonction du tri du produit. Là, sur cette signalétique, on voit qu'il s'agit du t-shirt, donc des vêtements qui sont concernés. Quand il s'agit des linges de maison, il y a une autre signalétique. Pour les chaussures, il y a une petite chaussure, etc. Donc, tout ça, peut-être, vous retrouverez toutes ces informations dans le guide de Refashion. Alors, par contre, du coup, le slide d'après, je crois que c'est toi, Elise. Est-ce qu'il est passé? Oui. Ouais. Super. Alors, je vais parler très rapidement de l'article 13 de la loi AGEC. C'est un article qui prévoit une information sur des qualités et caractéristiques environnementales. Les consommateurs devront également être informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Donc ici, on parle de la modulation de l'éco-contribution Refashion. Ces informations doivent être accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat et à disposition par voie électronique, disponible pendant 2 ans. Alors, il y a un décret qui a été récemment publié à la fin du mois d'avril qui est venu fixer les modalités d'application de l'article, avec comme information à faire figurer une information. Est-ce que vous entendez un bruit? Non, c'est juste moi. Une information. Okay. Il y avait un écho. Vas-y, Elise, pardon. Okay. Une information sur l'incorporation de matières recyclées, avec la mention produits comportant au moins X% de matières recyclées. Selon le décret, il s'agit de la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage. Une information sur la recyclabilité, avec la mention produits majoritairement recyclables s'il remplit 5 critères. Des critères qui sont la capacité à être effectivement collecté, la capacité à être trié, l'absence d'éléments perturbants, la capacité à ce que la matière recyclée représente 50% en masse du déchet, ou encore la capacité à être recyclée à l'échelle industrielle. En tout cas, il est prévu que l'information soit fournie par Refashion à ses adhérents. Ensuite, il y a une information sur la présence de substances dangereuses, avec la mention « contient une substance dangereuse » ou « contient une substance extrêmement préoccupante » avec le nom des substances dès lors que la substance est supérieure à 0,1% en pourcentage massique dans le produit. Il y aura également une information relative à la traçabilité, avec l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chaque opération lorsqu'elles existent pour le tissage, la teinture et l'impression et la confection. Et enfin, une information relative à la présence de microfibres plastiques, avec la mention rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage, dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50%. Alors, pour ce qui concerne l'application, il y a quand même beaucoup de questions en suspens, des questions d'ordre général, notamment sur la possibilité ou non d'indiquer quand l'information est non disponible ou encore de faire des mentions négatives, et aussi des questions beaucoup plus précises auxquelles une FAQ en cours de rédaction par le ministère de la Transition écologique doit répondre, et les fédérations sont en lien avec ce ministère pour travailler sur la FAQ. Donc, il y a plusieurs paliers d'entrée en vigueur. De janvier 2023
à janvier 2025 en fonction du chiffre d'affaires et du nombre d'unités mises sur le marché par an. Donc, pour janvier 2023, ce sera pour les entreprises ayant un CA supérieur à 50 millions et mettant sur le marché au moins 25 000 unités. À noter d'ores et déjà des interdictions de certaines mentions pour les produits neufs qui sont entrés en vigueur au 1er mai, avec un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023 pour les produits qui ont été importés ou fabriqués avant la publication du décret. Il s'agit des mentions biodégradables, respectueux de l'environnement ou allégations environnementales équivalentes. Là encore, ça devrait être précisé par la FAQ. Voilà. Alors, et donc je vais terminer. Merci. Pour terminer, je voudrais vous donner une vision un peu plus lointaine. Donc effectivement, là, on a fait le focus sur la loi AGEC, les modifications qui ont été apportées par la loi Climat Résilience. Je rappelle qu'il s'agit d'une loi française qui s'applique donc sur le territoire français. Maintenant, si on sort un petit peu de la France et qu'on a une vision un peu plus européenne, eh bien, sachez qu'il y a un projet de nouveau règlement européen qui est en cours d'élaboration. Ce nouveau règlement européen a pour objectif de fixer des exigences en matière d'éco-conception. Il sera applicable aux produits durables. Alors, il s'agit d'un règlement, on va dire, transversal qui va s'appliquer à une grande diversité de produits. Le mode d'application interviendra derrière spécifiquement par produit au travers de ce qu'on appelle des actes délégués. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce projet européen, ce projet de règlement européen, comme ce sera un règlement européen, dès lors qu'il sera publié, il s'appliquera partout de la même manière en Europe. Donc, il va harmoniser les éventuelles réglementations nationales qui existent. Donc, vous allez me dire, mais alors, quid de la loi AGEC? Alors, rassurez-vous, si on compare un petit peu ce qui se passe en France et ce qui se passera potentiellement dans quelques années au niveau de l'Europe, le règlement européen est assez proche de ce qu'on a aujourd'hui en France. Donc, je vous pourrais dire qu'en France, on aura un petit peu d'avance sur l'application de ce nouveau règlement. Ce nouveau règlement fixera bien sûr des exigences en matière d'éco-conception, avec notamment un focus sur la durabilité, la réparabilité et tout ce qui est allégations environnementales qui devront être fondées, démontrées. Donc là, pareil, on va peut-être un petit peu harmoniser cette jungle de labels environnementaux. Il y aura également des exigences en matière de partage d'informations entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Et puis des informations qui pourront être disponibles pour les autorités de contrôle et d'autres informations qui pourront être disponibles pour les consommateurs. C'est un petit peu ce qu'on a vu là tout à l'heure, notamment en termes de durabilité, suivi des substances dangereuses pour penser au recyclage derrière. Donc, comment on va transmettre toutes ces informations au travers de la filière? Donc, il est question de mettre en place un passeport numérique des produits. Donc voilà, dans ce passeport numérique, un certain nombre d'informations seront disponibles. Certaines informations seront disponibles que pour le consommateur ou les autorités de contrôle du marché et pour les différents intervenants de la chaîne de valeur. Il y aura également un impact en termes d'étiquetage des vêtements, puisque du coup, le règlement relatif à l'étiquetage de composition des vêtements va être révisé, puisqu'il devra tenir compte notamment de l'intégration des fibres recyclées. Et puis, dernier gros point de ce règlement, interdiction de la destruction des invendus. Mais comme je vous le disais, en fait, nous, en France, au travers de la loi AGEC, on sera déjà préparé. Donc voilà, donc sachez qu'il y a ce projet de règlement. Moi, je vous invite à aller consulter tout ce qui se passe en termes d'avancement de ce texte. Mais sachez qu'en appliquant cette loi AGEC, notre loi AGEC, on devrait du coup être bien préparé. Voilà. J'ai tourné, vas-y. Donc Laurent, je te laisse le mot de la fin. Ah, on ne t'entend pas, tu as ton micro, pardon. Oui, c'est moi qui vais reprendre le mot là, mais après il y a toutes les questions, je vais rebalayer les questions. Alors,
je reviens en arrière, pardon. Non, non, c'est bien, non, c'est bien. Mais pour conclure, en effet, par rapport à ça, et également, je pense, bon, moi, j'officie en tant que directeur commercial, donc c'est normal que je présente aussi l'offre d'accompagnement IFTH qui est associée à ça. Là, aujourd'hui, on vous a en effet donné une information un petit peu globale et générale. On va essayer de répondre à toutes vos questions hein, que vous posez. Mais sachez en effet qu'on est là aussi pour vous accompagner dans votre démarche. Donc, on vous accompagne dans une démarche, en effet, avec un accompagnement personnalisé. On va pouvoir venir chez vous et puis faire des diagnostics et vous accompagner vraiment dans la mise en place de votre stratégie RSE. Mais on va aussi travailler sur d'autres aspects avec un appui réglementaire qu'on fait sous la forme d'assistance technique. En l'occurrence, c'est Carole hein, qui intervient sur ce segment-là. C'est des réunions de travail où on va travailler en général autour de 2 heures sur des questions bien spécifiques et bien posées. On ne fait pas le tour de la loi AGEC, mais on va vraiment se positionner et répondre aux questions précises que vous vous posez. Alors, on va balayer les questions. Ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui vais prendre le lead. Et comme ça, mesdames, je vous laisserai répondre. Il y a des questions, il y en a déjà pas mal. Donc la presse, oui, c'est bon. La vidéo est enregistrée, donc il n'y aura pas de problème. Est-ce que les sacs et les ceintures sont concernés par la loi AGEC? Alors, nos compétences sont plus sur effectivement les vêtements, les articles textiles. Les sacs de mémoire, je ne pense pas. Les ceintures, je dirais que oui. Voilà, mais effectivement, je suis plus focus sur les textiles, à confirmer. On a le droit de dire qu'on ne sait pas répondre. Hein. On Voilà. n'a pas des réponses à toutes les questions, malheureusement. On espère répondre au maximum, mais en effet, c'est vrai que peut-être de se rapprocher de nos confrères éventuellement du CTC au niveau du cuir, qui pourront vous aider sur cette partie-là. La loi sera-t-il destinée aux professionnels vêtements de travail? Alors, la loi AGEC s'applique aux produits qui sont destinés aux particuliers. Dès lors que votre produit peut être acheté par un particulier, vous êtes concerné par la loi AGEC, c'est-à-dire que votre vêtement de travail, par exemple, s'il se retrouve en rayon au sein d'une enseigne de bricolage ou de jardinage et que le grand public peut l'acheter, oui, vous êtes concerné par la loi AGEC. Ou bien si votre vêtement est vendu en ligne et qu'un particulier peut l'acheter, oui, vous êtes concerné par la loi AGEC. Par contre, effectivement, alors, dernier point, par contre, effectivement, s'il s'agit de vêtements en B2B, non, vous n'êtes pas concerné par la loi AGEC, avec la petite particularité néanmoins pour les achats publics que j'ai développés précédemment. Voilà. Alors, une question sur les canaux de distribution. Devons-nous déclarer les produits mis sur le marché? Est-ce que tout canal de distribution ou les magasins de grand public? Alors, je ne sais pas en quoi, sur quelle typologie, sur quel point particulier de la loi AGEC est en relation cette question, si c'est par rapport au numéro d'identification. Déclaration des produits, donc est-ce que c'est lié à la REP ou est-ce que c'est… Céline, je vous propose de remettre un petit message peut-être pour préciser la question dans le chat et on la traitera juste dans le déroulé. On va donc une question, une idée pour recycler les masques des invendus. Alors, il peut y en avoir plein, ça va dépendre des matériaux. Hein, donc, si on est sur des cotons, si on est sur des polyesters ou autres, si on est sur des multicouches, il peut y avoir pas mal de solutions. Donc, je vous propose éventuellement IFTH, on peut vous accompagner, vous aider dans cette partie-là. Mais là, pour le coup, je ne suis pas sûr que ça colle forcément sur la loi AGEC, mais à votre disposition pour vous aider, vous accompagner. Pouvez-vous rappeler les conditions pour une entreprise d'être soumise à la REP CA nombre d'employés? Eh ben, il n'y a pas de conditions. Dès lors que vous mettez sur le marché des produits concernés, on va dire couverts par la loi AGEC, quel que soit votre CA, j'ai envie de dire. Je n'ai pas entendu parler alors, les paliers, effectivement, peut-être que c'est par rapport au palier que Élise a développé par rapport à l'article 13. C'était les informations qui accompagnent, les informations environnementales ou qui accompagnent la mise sur le marché du produit. Donc là, il y a des paliers, effectivement, de chiffre d'affaires qui doivent être, qui permettent d'appliquer progressivement ce décret. Donc, je ne sais pas si la question est en relation. Voilà. Une question sur comment identifier les éco-organismes. Est-ce qu'il y a un site qui régit l'ensemble des éco-organismes?
En fait, déjà, vous pouvez aller, alors si vous tapez sur Internet, puis après, vous pouvez aller sur l'ADEME, effectivement, puisque vous pouvez être concerné par plusieurs éco-organismes, notamment, je pense, aux emballages. Donc, voilà. Il n'est pas rare de voir en effet des entreprises qui ont plusieurs éco-organismes pour le produit, pour l'emballage et autres, et qui doivent travailler sur les 2 sujets. 3 sujets même. On a vu certains qui avaient 3. Donc, vous pourrez en avoir plusieurs des éco-organismes sur un même produit. Alors, effectivement, moi, je vous renvoie sur le site de l'ADEME qui va définir en fait le domaine, le champ d'application pour chaque éco-organisme, quels produits sont couverts. Vous pouvez y trouver toutes ces informations. Donc, l'affichage environnemental avec la méthode PEF est-elle connue au niveau des marques dans les autres pays d'Europe? Alors, la méthode PEF, c'est une méthode pour calculer un éco-score, le score d'impact environnemental. Aujourd'hui, cette méthode est un projet, ce n'est pas finalisé, c'est un projet européen. L'objectif, c'est à la fin, c'est d'avoir un score environnemental qui pourra derrière, par la suite, aboutir à un affichage environnemental. Donc, ce sont bien des travaux européens. Je ne vous cache pas que dans le projet de règlement européen pour l'éco-conception et les produits durables, il n'est pas à exclure que le PEF soit cité. Merci. Pour les invendus, qui peut définir qu'il n'y a pas d'autre moyen que la destruction? Oui, c'est par rapport, certainement parce que j'ai donné un ordre de priorité. Priorité, c'est le réemploi, réutilisation, recyclage, et vraiment en dernier recours, destruction, enfouissement. Il faut apporter la preuve que on n'a pas trouvé, par exemple, d'entreprise pour le recyclage. Bien sûr, si le produit, par exemple, a mal vieilli en stockage, je pense à des produits enduits qui se décollent, qu'on ne peut pas réemployer parce que ils sont abîmés. Donc ça, c'est justifié qu'on ne peut pas le réemployer. Après, si ce produit avec une induction qui se décolle, mal stocké, on n'arrive pas à trouver une possibilité de recyclage, et là, effectivement, là, on pourra dire, j'ai tout checké, regardez, je suis dans un cas bien particulier. C'est bien l'industriel qui doit, c'est bien sûr. le revendeur qui doit, parce que la question c'est qui en fait, qui doit, donc c'est bien c'est bien la personne qui met sur le marché qui doit expliciter ce point-là. Oui, pardon. Non, mais c'est moi qui ai les questions, donc c'est plus facile pour moi. Donc, du coup, une question, est-ce que les échantillons de validation de style, échantillons de pré-production sont considérés comme des produits neufs? On parle de prototypage, on parle des choses. Oui, voilà. Ouais, Est-ce que c'est touché par la loi, Jacques? Je pense que oui. Alors là, oui, je sais pas, je dirais que oui, puisque c'est un produit. Mais bon, après, attention, ils ne sont pas destinés forcément au grand public. Ils ne sont pas consommateurs, ils ne sont pas consommateurs, ces produits-là. Donc, a priori, non. Voilà, effectivement. S'ils ne sont pas concernés derrière, si on ne les vend pas au grand public, effectivement, non. Une question d'un gantier. Est-ce qu'on parle de secteur textile? Est-ce que ça concerne uniquement l'habillement? Les articles de gants, par exemple, sont couverts. Oui, tout à fait, oui. Aussi. Les gants aussi, oui. Donc, est-ce que la loi AGEC autorise-t-elle les fils en PLA? Quelle est la réglementation prévue pour les plastiques biodégradables? Alors, biodégradables pour interrogation. Alors attention. Là, il n'y a rien qui. Sur les matériaux, on peut utiliser ce qu'on veut, ce n'est pas le sujet. Le choix de matière, la loi AGEC ne va pas interagir sur les. La loi AGEC n'impose pas de moyens. Elle impose des exigences à atteindre, mais pas de moyens pour y parvenir. Donc, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de matériaux qui soient interdits. Par contre, je vois qu'il y a la notion de biodégradable. Donc, attention, comme a dit Élise, il y a des mentions qui sont désormais interdites. On peut les utiliser, mais des mentions qui sont désormais interdites comme arrivant à la fin au consommateur final. Quelqu'un veut réagir sur le terme de biodégradable, justement, ce terme? Il y a d'autres termes qui sont interdits, qui vont être sur l'affichage? Oui, il y a respectueux de l'environnement et toutes les allégations équivalentes. Donc, pour savoir quelles mentions sont équivalentes, il faudra, je pense, attendre la FAQ qui va sûrement aborder le sujet.
Alors, il y a une question sur la date un peu plus tard, hein, comme ça, sur la FAQ. Est-ce qu'on sait à peu près quand elle va sortir? Elle devait sortir fin mai, donc je pense que ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. On a déjà répondu à la question suivante, une autre question derrière. L'école Design Score sera-t-il libre et gratuit? Oui, si c'est la méthode qui est retenue, elle a vocation à être libre et gratuite. D'accord. Concernant le Triman, comment faire pour les produits déjà sur l'eau, déjà en stock? Alors, Parce que déjà, Triman est uniquement nécessaire pour une commercialisation en France. alors, la loi AGEC s'applique effectivement sur le territoire français. Et donc aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est le Triman plus l'infotri. Donc effectivement, cette signalétique est obligatoire. Il y a une petite période de tolérance jusqu'en février 2023. Il y a encore une autre période de tolérance pour les produits qui seraient chez les distributeurs, c'est-à-dire les produits achetés par les distributeurs avant février 2023. Donc eux, ils auront encore un petit peu de temps pour écouler leur stock. Mais du coup, à partir d'après, j'ai envie de dire au mois d'août 2023, là, les produits devront clairement être étiquetés. Là, il n'y aura plus de dérogation possible. Donc après, ça peut être un rajout d'autocollants, au pire. Ouais, tu viens de répondre à la question suivante, hein, en effet, qui était après août 2023, doit-on réattiquer tous les produits en stock? Bah oui. Voilà, merci. Quel talent. Quid du tricotage? Le décret ne spécifie que le tissage. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une question qui a été remontée par les fédérations pour la FAQ. Donc, on espère qu'elle pourra y répondre. Bon, après, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Hein. Je pense que les produits tricotés seront concernés. Hein. Voilà. Oui. On va parler d'étoffe au sens large. Voilà, tout à fait. Voilà. La liste des substances dangereuses est-elle celle... On a parlé de vous avez parlé de substances dangereuses dans le... Oui, c'est dans les... C'est celle de la SVHC de Rich, en fait, hein, liée à Rich. Oui, oui. D'accord. Tout à fait. Oui, en fait, jusqu'à aujourd'hui, normalement, le producteur doit fournir des informations sur ces potentielles substances dangereuses sur demande. Là, la nouveauté, c'est que le décret dit que ça doit être disponible sur un site. Ce n'est pas sur demande. C'est que maintenant, il faut le rendre systématiquement disponible. Voilà. Donc la question suivante, je pense que elles sont toutes arrivées au même moment. Comment obtient-on en effet ces informations sur les substances dangereuses sur les produits? Tu viens de les répondre à l'instant, sachant que les produits sont déjà soumis à REACH. Mais du coup, ça veut aussi certainement dire que par la suite, REACH va certainement devoir évoluer sur l'information, puisque c'est un devoir d'information qu'on a au niveau du consommateur. Disons que là, c'est une loi française. Donc, une loi française, voilà. hein, donc REACH, c'est un règlement européen, donc attention. Voilà. Mais peut-être que du coup, le règlement européen va anticiper cette question. Voilà. Donc, qu'entend-on exactement par unité? Alors là, je ne sais pas à quel moment c'était de la présentation. Je ne sais pas si... c'est pareil, c'est dans l'article 13 de la loi AGEC, je pense. Et c'est une question qui va être dans la FAQ, normalement. D'accord. La FAQ, une question sur la FAQ, quand elle sera disponible, on a répondu. Une couverture sur Ocotex valide-t-elle les substances? Pour les substances préoccupantes, en effet, Ocotex va couvrir REACH sans aucun problème. Par contre, la question qui est liée à l'affichage sur un site. Ce n'est pas parce qu'on a le label Ocotex qu'on est dispensé d'afficher les informations réglementaires qui accompagnent la mise sur le marché du produit sur le site Internet. C'est complémentaire. Le label Ocotex, c'est un label qui va valider effectivement l'absence de substances nocives. Mais il y a quand même des informations obligatoires qui doivent arriver jusqu'au consommateur au travers du site Internet. Les substances chimiques dangereuses, parle-t-on de REACH annexe 17 ou la liste SVHC? On a répondu. Hein, on parle de biocides, de POP, il y a toutes les directives qui s'appliquent là. Je pense qu'on parle d'un petit peu de tout ça, non? Mais je pense aussi. Alors après, je ne suis pas pointue en REACH. On a des collègues à IFTH qui sont beaucoup plus pointus que moi. Je pense que oui, effectivement. Donc, au Codex, on a répondu. Merci pour cette synthèse. Avec plaisir. Quid des produits déjà en stock? On a déjà parlé, je crois, qui n'auront pas d'informations lors de la mise sur le marché au 1er janvier. Une tolérance est acceptée, on a répondu, hein, août 2023.
Alors ça, c'est pour la signalétique infoterie. Par contre, je pense que cette question est en relation avec l'article 13. Les informations lors de la mise. En fait, j'ai pas de précision. Là, il y a la FAQ également va normalement permettre de répondre à toutes ces questions. Bon, on attend cette FAQ avec impatience alors. Hein. Tout à fait. Ah oui. Donc, on vous donnera une information peut-être. Hein, on a l'avantage d'avoir toutes vos inscriptions. Peut-être quand la FAQ sera publiée, on pourra vous alerter si ça vous intéresse. Au niveau de la traçabilité produit, faut-il l'assurer pour le composant principal du produit ou pour l'ensemble des composants? Non, c'est le produit. On parle bien du produit, la traçabilité. Hein. Je ne sais pas, Elise, si tu veux compléter, pardon. Non, je... Voilà, c'est vraiment si votre produit, par exemple, si c'est une veste avec une doublure, on parle bien du produit veste avec sa doublure. La traçabilité concerne donc la veste avec tous ses composants. Alors, attendez, parce que là, du coup, ça m'a foutu. J'ai du mal à retrouver la question. Tac. Stock est permanent. Au niveau de traçabilité, on l'a dit. Est-ce que l'on sait précisément sous quelle forme l'Europe souhaite mettre en place le passeport numérique? Alors, oui, on ne sait pas encore exactement, mais par contre, je peux que vous engager tous à vous intéresser à ce qui se passe au niveau de ce règlement. Il y a les fédérations ont fait déjà des consultations. Plus tôt on intervient, plus tôt on fait des propositions, plus on a de chances à ce que ces propositions soient retenues. Ça peut, on va dire vraisemblablement, ça pourra venir sous forme d'un QR code qu'on scannera et qui ensuite renverra des informations disponibles sur un site internet, par exemple. Donc, qu'en est-il de la REP ALS vêtements EPI Sport? Alors, REP ALS, je ne sais pas ce que c'est non plus. Hein. Je connais pas. Article de loisirs et de sport, peut-être. Peut-être. Alors, il y a la REP TLC, textile, linge de maison et chaussures, concerne les vêtements, bien sûr, et les chaussures de sport. Les articles de loisirs et de sport, là, il faudrait regarder en détail la liste des articles concernés. Et bien sûr, ce n'est pas parce qu'un vêtement est EPI, un article de sport est EPI, qu'il n'est pas couvert par la loi AGEC. Par exemple, si vous achetez des tenues de protection pour l'escrime, vous êtes un consommateur, vous êtes le grand public qui achète sa tenue de protection escrime, elle est soumise à la loi AGEC. Alors, une question, sommes-nous concernés lorsque l'on ne vend qu'à des entreprises, mais que celles-ci peuvent revendre à des particuliers? Du coup, cette entreprise qui revend à des particuliers, si elle appose sa propre marque, elle est concernée. Si elle revend vos produits, elle va vous demander justement d'appliquer cette loi AGEC parce que du coup, elle va prendre vos produits, elle va les revendre, donc du coup, à des particuliers, donc il faut qu'elle soit en règle. Donc, est-ce obligatoire d'avoir la phrase « Que faire de mes déchets » sous le picto Triman? Le picto, il est cadré. Et donc, on ne peut pas le modifier. Tout est cadré. Le format, on va dire la dimension de chaque pictogramme l'un par rapport à l'autre, le coloris. Donc là, si vraiment, voilà, pour en savoir plus, vous avez le guide sur le site internet de Refashion. Voilà, il faut respecter strictement cette charte graphique. Ok, Ecodesign Score libre et gratuit, on a déjà. Alors, sachant qu'il y a aussi, il y a plusieurs formats. Moi, j'en ai présenté qu'un. Et il y a aussi des formats pour tout ce qui est produit venant de l'étranger, etc. Voilà. Okay, pour la date prévisionnelle de la FAQ, on a répondu aussi. Tout dépend des structures. Il y a une réponse, en effet. Je vous propose en effet de dire la réponse la personne concernée, en effet, pour les sacs et ceintures. On vous laisse responsable de votre réponse et de vos échanges. Il y a une information là sur le CA. Le CA exigé par la date de mise en application progressive correspond-il uniquement au CA fait par la marque sur les catégories RTW aux shoes ou le CA global de la marque, toutes catégories confondues? Ça fait partie, je
Vas-y, Elise. Oui, je pense que ce sera également précisé dans la FAQ. Ah, il y a encore la FAQ, désolé, hein, mais la FAQ, par définition, c'est une FAQ, donc il va y avoir Bah, pas mal de réponses à beaucoup de questions. S'il y a beaucoup de questions, c'est que le décret était peut-être, méritait peut-être d'être un peu plus précis. Précision, la déclaration des produits à l'organisme Refashion. Je ne sais pas la question, je veux pas la question. Précision. Ah, c'était Céline tout à l'heure qui avait posé la question. Oui. Donc, C'était la Céline. déclaration des produits à l'organisme Refashion, c'est vous qui la faites. Hein. C'est vous qui contactez l'éco-organisme en fonction du produit, du volume mis sur le marché. Il calcule votre éco-contribution. Donc, voilà, il n'y a que vous qui qui devez contacter l'éco-organisme. Est-ce que la loi s'applique également aux cadeaux promotionnels offerts aux consommateurs, donc type des tote bags, des trousses ou autres? Alors, les tote bags, oui, je dirais, parce que c'est des articles textiles mis sur le marché, destinés au grand public. Trousses textiles, là, je ne sais pas. Après, il faut regarder, vous allez avoir, je dirais, les produits vont être bien définis par la suite. OK. Concernant les invendus, comment ça se passe quand nos produits sont des EPI, s'il vous plaît? Pareil. Toujours une question qui revient sur les EPI également. Alors, EPI destiné au grand public, vous êtes couvert par la loi AGEC. Si c'est en B2B, par exemple, des tenues, les tenues de professionnels, par exemple, les tenues de steward, d'hôtesse de l'air, etc. Non, vous êtes en B2B, donc vous n'êtes pas couvert par la loi AGEC. Par contre, les autres, si c'est des vêtements, des pantalons de bricolage avec protection genoux, là, vendus en grande surface, là, oui, vous êtes concerné par la loi AGEC et donc concerné par toute la loi, tout ce qu'on a dit. Une question, donc, quid des fibres mélangées qui n'ont pas de filière de recyclage actuellement? Alors déjà, je vous invite déjà dans l'éco-conception de vos produits à prendre en considération la notion de mélange, hein, c'est quelque chose d'important. Donc, on vous invite à lire l'excellent guide aussi qui a été, je ne sais pas si Nadège, tu peux mettre le lien en dessous, si tu arrives à le trouver, sur le guide d'éco-conception qui a été fait, je crois qu'il y a aussi avec le défi d'ailleurs, Alice, il me semble. Oui, on l'a financé. Qui a été financé par le défi, qui a été vu avec les différentes fédérations, qui va parler d'éco-conception. Et je pense qu'en effet, les fibres mélangées, c'est un vrai sujet. Plus c'est mélangé, plus c'est compliqué à recycler. Vous avez raison. Mais du coup, quid de la question? Qu'est-ce qui se passe pour ces fibres-là s'il n'y a pas de solution? Si, alors, au niveau des invendus, les produits neufs invendus, si c'est en relation à la question, si en dernier recours, si on n'arrive pas à les remployer, les réutiliser, les recycler, en dernier recours, il y a l'incinération. Voilà. Incinération, enfouissement. Donc, en effet, c'est argumentable par rapport à ça. Alors, ensuite, concernant l'interdiction des mentions biodégradables, respectueux de l'environnement, comment ça se passe si nos produits comportent ces mentions et sont sur le marché actuellement? Faut-il les reprendre? Et dès lors, concernant l'interdiction, jeter les invendus, devons-nous les réutiliser? Il me semble qu'il y a un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023 pour justement ces produits qui ont été importés ou produits avant la date de publication du décret. Donc jusqu'au 1er janvier 2023. C'est bien ça, Carole, pardon. Ouais, je crois que c'est ça, oui, aussi. On va éviter de faire du gaspillage, hein, de jeter des produits qui pourraient être quand même utilisés. Donc, je ne pense pas que les autorités vont trop sanctionner au début. Alors, concernant l'étiquetage des produits, bonne question. Est-ce que cela se fera uniquement via l'éco-design? Comment renseigner les informations liées au tissage, ennoblissement, impression, confection? Donc là, en effet, c'est important de dire qu'il y a peut-être d'autres, comment dirais-je, d'autres initiatives qui sont poussées actuellement et qui sont étudiées en ce moment. Ah oui, alors quand on parle d'étiquetage des produits, je pense que la question était plus en lien sur l'affichage de l'impact environnemental. Oui, oui. Voilà. Donc là, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de format défini. Il existe néanmoins un format proposé par l'ADEME. Là, il y a une expérimentation en cours. Là, on vous a présenté l'expérimentation en cours concerne en fait
11 méthodes. À l'issue de cette expérimentation, il y aura un affichage environnemental français qui sera défini, mais ce ne sera pas forcément, on va dire, que ce qu'il y a dans Ecodesign Score, quoi. Voilà, il y aura des modulations, des choses comme ça à apporter, quoi, certainement. Donc, attention, beaucoup de termes qui seront interdits dans le projet européen. Donc là, c'est juste une remarque, il n'y a pas de question. Aujourd'hui, si on veut mettre sur le marché en Europe, il faut se renseigner sur toutes les réglementations locales sur l'étiquetage, c'est bien ça. Alors là, on parle, nous, encore une fois, on parle marché en Europe, on parle de loi AGEC, c'est la loi française. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, la loi AGEC, c'est bien une loi française qui s'applique sur le territoire français. Maintenant, c'est vrai que l'Europe veut harmoniser les différentes lois qui pourraient exister. Peut-être qu'il y a aussi des projets de loi dans d'autres pays, etc. Et l'objectif aussi du futur règlement européen, c'est d'harmoniser toutes ces réglementations et du coup de favoriser les échanges, le marché européen, quoi, les échanges européens. Alors là, j'ai un message, mais j'ai du mal à le lire parce qu'il est tronqué. Aujourd'hui, si on veut, machin, donc on parle en effet d'un projet qui sera abandonné en Italie. Donc merci de l'information. Je sais pas. Ah, d'accord, ok. Bah voilà, donc il existe cela d'autres concerne projets. également, dans le tissu tricot, ça on en a parlé. Ah oui, pardon. Qui sont des dispositifs médicaux pour les DM? Qu'est-ce qui se passe? Concerné? Non. Alors, Dispositifs médicaux, est-ce qu'ils sont concernés par la loi AGEC? alors, la loi AGEC, elle concerne des produits finis. Donc, si c'est juste des tissus qui sont derrière utilisés dans des dispositifs médicaux, non, les dispositifs médicaux ne sont pas concernés. Alors, Là, on parle bien par rapport à des tissus, des tricots qui sont des dispositifs médicaux. Ça peut être… Alors, après, là, aujourd'hui, on a fait le focus sur les articles textiles, les vêtements, les articles textiles, chaussures destinés au grand public. Je ne pense pas de mémoire, oui, que les dispositifs médicaux soient concernés. Ça mérite juste une petite confirmation. D'accord. Donc, il est prévu une infoterie packaging également par l'organisme CITIO. Pouvez-vous confirmer? CITIO. Oui, tout à fait. Là. Il y a plusieurs filières REP. Bon, là, on a parlé effectivement de l'éco-organisme pour les TLC qui refashion, mais voilà, vous avez d'autres éco-organismes pour les emballages, par exemple. C'est confirmé ensuite, en effet. Donc là, bien, merci pour la synthèse. Donc effectivement, il peut y avoir d'autres informations. Oui, pardon, il peut y avoir également d'autres informations à faire figurer sur l'emballage aussi. Donc les données de l'article 13 peuvent-elles être dématérialisées? Pas d'étiquetage obligatoire pour l'interrogation? Oui, il faut justement qu'elles soient accessibles de façon dématérialisée. D'accord. Concernant la traçabilité des produits de lingerie, il faudra mentionner l'intégralité, excusez-moi, on fatigue là, des composants jusqu'aux petits accessoires ou uniquement les composants qui rentrent dans le calcul de la composition du produit. Je peux bien répondre, Laurent, en tant que fédération de la lingerie. Ah, c'est Karine, ça fait longtemps. Super. Salut, Karine. Oui, alors Barbara, sur la partie de tous ces composants, c'est une des grandes questions sur qu'est-ce qu'on appelle produit principal, enfin qu'est-ce qu'on appelle partie principale. Donc ça va faire partie des questions qu'on a posées à la FAQ. Et après, en fonction, nous, dans les fédérations et notamment sur la fédération de la lingerie, on créera des groupes de travail pour justement se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va étiqueter. Qu'est-ce qu'on va indiquer? Est-ce qu'on fait de l'étiquetage par partie comme l'étiquetage de composition ou autre? Mais on attend déjà la première réponse de la FAQ par rapport à ce point qu'on a soulevé. Merci, Karine. Comment l'éco-organisme nous informera de la recyclabilité de nos produits? Je ne suis pas sûr que ce soit son rôle. Il est prévu oui. que, oui, dans l'article 13 de la loi AGEC, il est prévu que Refashion transmette l'information à ses adhérents sur la mention recyclabilité. Et ça fait. Et le délai dans lequel il va le faire sera précisé. En tout cas, c'est une des questions qu'on a posées pour la FAQ. Eh bien, décidément, cette FAQ, elle est très, très attendue. Pour reformuler ma question, quel type de canal de distribution devons-nous
déclarer auprès de Refashion? Est-ce que tout canal de distribution ou les magasins de grand public? Est-ce tous les canaux de distribution ou les magasins grand public? En fait, c'est vous qui vous déclarez auprès de Refashion pour avoir votre IDU. C'est votre société, votre marque, un IDU par société. Vous n'allez pas déclarer l'IDU, vous n'obtenez pas l'IDU, vous n'êtes pas responsable de l'IDU de vos distributeurs. Voilà. Il y a une d'ailleurs, Karine a répondu là-dessus. Ah, pardon, merci. Karine a mis un message. Merci Karine. Tous les canaux de distribution qui vendent. En fait, c'est l'ensemble de tous les produits qui sont mis sur le marché, quelle que soit en fait la déclaration qui se fait à Refashion se fait en fait sur tous les produits qui sont mis sur le marché, quel que soit le canal de distribution. Et après, en fait, Refashion a déterminé, vous pouvez trouver tout ça sur leur site, la liste des catégories de produits, donc qui sont les textiles d'habillement, le linge de maison et chaussures, dans lesquels ils ont fait des grandes catégories de produits. Et ces grandes catégories de produits, il y a une éco-contribution qui dépend si c'est des petites pièces, des moyennes pièces ou des grandes pièces. Mais il faut déclarer la totalité de la mise sur le marché, quel que soit le canal de distribution. OK. Et oui, OK, très bien. Donc, vous avez le lien, Nadège et Élise vous ont mis le lien là, pour le guide éco-conception. Une question sur les substances dangereuses. Si les produits sont certifiés au Cotex, quel type de communication additionnelle? Alors, on a un peu évoqué déjà le sujet préalablement. De Ono apporté aux consommateurs, en Cotex étant déjà plus restrictif que REACH. Donc oui, c'est le cas, mais ça n'empêche pas de... Il y a quand même des substances qui peuvent être concernées en termes d'affichage et en termes d'information. Bon, ça, on avait répondu préalablement. Où retrouver les termes d'allégation interdites? Oui, dans le décret, mais je vois qu'il y a une personne qui a répondu dans le chat et qui explique justement dans le décret, dans la FAQ et puis dans le projet de règlement européen pour ce qui concerne l'Europe. Voilà. Alors, quelle est l'obligation pour tous les acheteurs? Alors, oui, OK. Quelle est l'obligation pour les acheteurs publics de basculer leur appel d'offres en conformité à la loi AGEC pour les EPI? Alors après, il n'y a pas vraiment, c'est vrai, de sanctions pour les acheteurs publics. Ils vont devoir justifier, en fait, ils vont devoir justifier du montant qu'ils auront alloué en fin d'année, leur montant annuel alloué aux produits issus du réemploi et de la réutilisation. On leur demande de le faire. Maintenant, il y aura, voilà, les sanctions. Non, je ne crois pas qu'il y ait de sanctions. Alors après, il y a plein de questions en réponse, donc on vous laisse en effet les lire. Et puis, je vais prendre la dernière question. Alors, à un moment donné, là, je vois les dispositifs médicaux sont impactés, donc bon, à confirmer, donc quelqu'un aurait apporté l'information. Voilà, pardon. Est-ce que la méthode de communication de dématérialisation peut être un site internet? A priori, oui, c'est ce qu'on imagine, mais ce sera également confirmé dans la FAQ. Ça nous a FAQ. Bon, ben voilà, on a fait le tour des questions. Merci d'avoir tous posé autant de questions. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu et de répondre en live à toutes ces questions. Encore une fois, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus là. J'en profite pour faire un petit save the date pour le prochain rendez-vous IFTH, exceptionnellement qui ne sera pas le premier jeudi du mois. Tout simplement parce que le projet du mois, il y a Première Vision et qu'on est sur PV et que ça va être difficile de faire en effet les rendez-vous IFTH en même temps que Première Vision. On l'a essayé au Made in France, ça marche pas très bien. Donc ça sera exceptionnellement le 30 juin, donc le jeudi d'avant, et on vous parlera de virtualisation des étoffes, comment passer de la 2D à la 3D. Donc on va changer de thématique et c'est un sujet qu'on abordera également à PV par la suite. Donc on vous attend nombreux. Là, on a dépassé le cap des 200. Donc je voulais vous remercier d'être aussi nombreuses et aussi nombreux ce soir. Merci encore. Merci pour vos questions. Merci. Merci Carole. Et merci à tout le monde. Merci à tous. Nadège, je te laisse couper.